20 000 serpents ont déjà glissé dans ses mains, de toute taille, de toute forme, sous toutes les latitudes. Fasciné par leur stratégie de survie et leur capacité d'adaptation, Xavier Bonnet parcourt le monde, traquant les secrets de ce peuple d'écailles. Voici ses plus belles aventures de science et de reptiles. Un florilège à vous faire dresser les cheveux sur la tête ou à vous faire tomber durablement sous le charme des serpents. Les jardins de Perth, en Australie-Occidentale, à quelques pas de l'université. Xavier Bonnet y revient tous les ans. Il est à peine exagéré de dire qu'il est ici à cause de ces mouettes affamées. Partant d'une frite et suivant la chaîne alimentaire, ces oiseaux vont le conduire jusqu'à une île étonnante, Karnak Island, surnommée l'île des serpents aveugles. Ces mouettes bien nourries ont installé leur colonie à quelques encablures de la ville sur Karnak Island. C'est là qu'elles élèvent leur progéniture au mépris d'un réel danger. Xavier dit souvent pour plaisanter qu'il n'aime pas les mouettes. Pourtant, il se rend très régulièrement sur Karnak. Cette fois-ci avec Fabien et Stéphanie, 2 étudiants, ainsi qu'avec son fils Cyprien, alias Lulu. 16-22 lui. On le connaît depuis longtemps, depuis plusieurs années. On a chopé un gros mâle qu'on connaît depuis plusieurs années. Xavier Bonnet est ophidiologue, autrement dit un scientifique spécialiste des serpents. Il trouve ici en abondance un de ses sujets de recherche favoris, le très redoutable serpent tigre. Et le venin là, si je plante le crochet, ça me fait rien? Non. Il n'y a rien pour l'injecter. Donc tu n'en auras presque pas. En exagérant, on pourrait dire qu'à Karnak, les mouettes font l'élevage des serpents tigres, qui sans elles ne pourraient pas survivre en aussi grand nombre sur ce caillou pauvre en nourriture. Ce tiger snake est sous ses airs débonnaires le 5e serpent le plus venimeux de la planète. Un homme sans secours ne survit pas plus de quelques heures à sa morsure. Son gibier sur Karnak, c'est ça. Des poussins de mouettes gavés de restes, ravitaillés en frites chaque jour par cargo à plumes. Le venin, quintessence du pouvoir. Une goutte pour tuer et immobiliser la proie, en quelques secondes. Facile à fabriquer, toujours disponible dans les glandes à venin. Une arme comme il y en a peu dans la confrérie des prédateurs. C'est un poussin, on va le remettre dans le ventre. Tiens, la queue allonge, vers le bas. Il m'a chié dessus. On va lui remettre son poussin dans l'estomac. Oh, bébé. Voilà, ça y est, il est rentré. Xavier, on le comprendra vite, n'aime pas se prendre au sérieux. Pourtant, il est mondialement connu pour ses recherches où se mêlent la rigueur, l'érudition, le non-conformisme et l'humour. Il étudie chez cette espèce les mécanismes de la sélection naturelle, la manière dont elle survit sur cet îlot un peu particulier. Curieuse sensation pour le marcheur que de nager dans ces buissons manifestement remplis de serpents.
La plus grosse difficulté pour les ophidiologues, c'est de pouvoir observer leur sujet d'étude. La plupart des espèces sont invisibles et fuient de très loin l'approche de l'homme. À Karnak, les tigres sont des centaines à cohabiter sur quelques hectares. Il y a une véritable surpopulation de prédateurs alimentée par une surpopulation de mouettes. Il s'agit même du record mondial en termes de kilos de prédateurs au mètre carré. 100 kilos de serpents-tigres pour 16 petits hectares. Xavier choisit le petit matin pour capturer les serpents. L'heure où les tiger snakes montent sur le sommet des buissons pour se chauffer avant de partir en chasse. C'est là qu'ils sont aussi plus vulnérables, engourdis par la fraîcheur de la nuit. Lulu est mis à contribution. Xavier n'a plus assez de mains. On l'a jamais eu, tu crois? Je sais pas. Voilà, c'est bon. Ah. Oh, qu'est-ce qu'il est costaud, hein. Ah, ça ne tient pas trop fort, on va pas le laisser. Ça, il est super fort. On finirait presque par oublier que ces serpents sont dangereux. Ils n'ont pas l'air agressifs et Xavier les manipule comme des spaghettis. Comme il le dit lui-même, les tigres c'est facile, il n'y a qu'un bout qui est dangereux. Pourtant, quelques serpents l'ont déjà envoyé au tapis, dont un de ces très venimeux serpents-tigres lors d'une mise en sac, imprévisible. Il n'aime pas qu'on en parle, ce sont les risques du métier. Alors le crâne, 34,62. Alors je te donne la taille. Sa méthode de décryptage est simple en théorie. Il faut inlassablement arpenter le terrain, capturer des serpents, les identifier, les mesurer, les relâcher, puis les capturer à nouveau, les mesurer encore. C'est seulement alors que l'on comprend des histoires de vie. Des anecdotes apparaissent comme une photo dans un bain révélateur. J'ai 100% d'erreur. C'est quoi le poids alors? 63. Apparemment il y en a 2 vivants. Au moins 2 vivants, il y a peut-être il y a certainement des semaines, des mois qui sont là. En tout cas c'est sûr qu'un serpent qui tombe là-dedans, il peut survivre s'il est en bon état 6 mois facilement. Il y a un endroit sur l'île où Xavier est pratiquement sûr de capturer des serpents tous les ans. C'est dans ce vieux puits désaffecté. Traditionnellement, Xavier descend dans ce cul de basse-fosse pour tirer quelques tigres des oubliettes. T'as pas peur? Oh non. Il y en a 6. Je l'ai plus foncé, regarde. T'as des sacs ou je t'en envoie? Je sais pas, je crois que j'en ai pas. J'ai ma casquette, il fait 6 degrés. Ce qui est cool, c'est que je vois rien là. C'est un des trucs les plus pratiques pour manipuler le serpent-tigre, rien voir. Ah, encore des araignées au sol là. C'est araignée lambe. Lui, il est à la forme. Ils sont cons? Lui, ouais, il est en train de mordre mon bâton. Hein? Tiens, regarde, un gin. Lui, je vais le mettre en sac en bas, il est trop nerveux. Il y a de l'oiseau aussi qui a visité ici. L'adaptation de l'oiseau au puits, c'est très simple. Donc pour occuper la zone le plus longtemps possible, l'oiseau se momifie. Ça lui fait une économie d'énergie considérable. Et il peut vivre comme ça quelques millénaires sans bouffer. Lulu, tu veux du jus d'araignée? J'en ai. Et gros, bien. Gros morceau. Dans quel état? Je sais pas. Parfois, dans le puits, il y a des tigres présentant ces blessures étranges à la tête. Donc c'est un aveugle 100%. Celui-ci semble fraîchement blessé. Il fait déjà 120 le taqueté.
Un autre tigre a une très large cicatrice qui lui barre tout le sommet du crâne. Ses yeux sont complètement détruits. La première fois qu'il a rencontré de tels serpents, Xavier les a marqués et mesurés sans conviction, sûr de leur mort prochaine. Le principe du marquage est simple. Chaque écaille correspond à une dizaine. En la coupant et en la brûlant, Xavier attribue un code indélébile à chacun des serpents. Une fois marqué, il a relâché les serpents mutilés. C'était aussi pour lui une sorte d'expérience naturelle. Quelle pouvait être l'espérance de vie d'un serpent ayant subi de telles blessures, doublée d'un très long jeûne dans ce milieu ténébreux? La vue est un des sens majeurs du prédateur. On ne connaît pas d'exemple dans la nature d'animaux aveuglés ayant pu survivre à leur mutilation. C'est peut-être parce qu'ils étaient aveugles que les serpents sont tombés dans le puits. Pourtant, les serpents aux yeux détruits ont tous survécu. Leur odorat d'une extrême finesse suffit de toute évidence pour trouver les poussins. Cette observation est une révélation déterminante pour Xavier. On va voir comment vont les yeux. Tu le connais? Je sais pas, je vais te dire. Je peux voir les yeux? Ben regarde, Attends. là, il ne voit plus lui. Cet œil crevé, des blessures sur la tête, et l'autre œil, lui aussi détruit. Donc il est complètement aveugle et il survit très bien. Reste à savoir qui peut bien oser se mesurer aux tigres et leur infliger de telles blessures. Le tiger snake est un des serpents les plus puissants de la planète, un maître des poisons. Qui donc sur la plage peut bien être le bourreau des tigres? Réussit à assiéger le serpent dans un bouquet de végétation. Le tigre est pris au piège. La situation n'est plus tenable. Le serpent, blessé, écaillé, doit rompre coûte que coûte. C'est sans compter avec les mouettes. Leur rage serpenticide s'est communiquée à toute la dune. Grâce aux mouettes, et malgré ce qu'elles font subir à ces serpents,
Xavier a pu publier quelques très beaux articles sur les tigres aveugles de Karnak, profitant en quelque sorte d'un laboratoire grandeur nature pour observer les mécanismes de l'évolution. Comme les pinsons de Darwin, les serpents tigres s'adaptent peu à peu aux conditions particulières de l'île. La prospérité des tigres aveugles prouve que la vision est un luxe optionnel, un vieux reste génétique qui pourrait disparaître au fil du temps. Xavier aimerait beaucoup revenir ici dans 200 000 ans. Changement d'hémisphère pour le chercheur de serpents. Le voici en mer de Bohai, sur les côtes chinoises, à 1 millier de kilomètres à l'est de Pékin. Cette petite île, c'est Shedao, la montagne du petit dragon. Rien de plus en apparence qu'un rocher aride d'une trentaine d'hectares. Pourtant, cette île est un lieu exceptionnel. Convoitée par les trafiquants de serpents et les bouilleurs de pharmacopée, elle est hautement protégée par les autorités chinoises, qui en ont fait un parc national, le seul au monde consacré aux serpents. Shedao est situé sur une immense voie de transhumance, une autoroute aérienne qui relie la Sibérie aux contrées chaudes du sud de l'Asie. 2 fois par an, à l'automne et au printemps, cette voie est empruntée par des millions d'oiseaux migrateurs, dont un grand nombre est obligé de faire étape sur Shedao. L'histoire terrestre joua un mauvais tour aux serpents de Shedao. Avant la dernière glaciation, ils chassaient les rongeurs en rampant classiquement sur le sol, comme se doit de le faire tout serpent de bonne famille. Shedao était alors relié par un bras de terre au continent asiatique. Toutes les créatures, proies et prédateurs, étaient libres d'aller et de venir, jusqu'au jour où les glaciers commencèrent à fondre et le niveau de l'eau à monter. Ceux qui pouvaient voler ou courir rejoignirent le continent, mais les moins mobiles se retrouvèrent piégés sur les hauteurs devenues des îlots entourés par l'océan. Les piégés, ce furent surtout les serpents, des glodius, sortes de crotales sans sonnette, qui vivaient alors en grand nombre dans cette région. Devant un tel bouleversement écologique, ils durent s'adapter ou périr. Certains réussirent à survivre, notamment en changeant radicalement de technique de chasse. Il y a aujourd'hui 20 000 descendants de ces glodius, 20 000 Shedaoensis qui vivent sur cette île d'à peine 30 hectares. Autrement dit, l'île est couverte de serpents. Rien de tel pour attirer Xavier et François, un aspirant ophidiologue, dans les accueillantes toiles d'araignée des broussailles de Shedao. Il y a ici un serpent au mètre carré. Quand on marche, ça donne à peu près ça. Tu serres la queue et tu regardes la tête. Ah carrément, je lui mets pas le pied sur la tête. Non, celui-là tu peux l'attraper sans ça. Il va fuir là. Regarde sa tête, s'il revient vers toi, tu laisses tomber. Tu vois, il revient vers toi. Donc fais-le fuir. Il tape de la queue. Ouais, il va fuir. Il tape de la queue pour te dire je vais te mordre. Voilà, c'est bon, il fuit. Là tu peux. Non, je vais arrêter. Attends. Fais gaffe, sa tête revient. Ouais, fais gaffe. Là tu peux plus. Là il fuit, il est coincé, tu vois, sous une pierre. Donc là, faut pas le prendre. Tu peux l'attraper quand il s'allonge. Ouais. C'était la distance de... Là tu il rentre, il est trop court, il se défend. Donc tout ça c'est pas bon pour mettre la main. Tu vois, il est coincé sur son rocher là. Là tu peux pas mettre la main si t'as pas de gants. Bon, évidemment si t'as des gants il n'y a pas de problème, mais sans gants c'est possible. Donc le truc c'est de le faire fuir, tu vois. Hop là ici, ça y est, il est attrapé. Mais il faut bien faire gaffe parce que il revient vite. Hein. Il revient vite donc ouais. ça là tu le dégages. Histoire de pouvoir le manipuler tranquille là.
C'est un peu découvert, donc tu le reposes. Tu appuies doucement avec le pied. Sans pression, ils n'ont pas de force. Ok. Après, avec un bâton quelconque, tu bloques la tête. Voilà, ça va jouer. Mais tu voudras bien, attends. Voilà. Et après, tu arrives par derrière, Ouais. Ça en touche bloquant. fort, là Non, 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 je ne fais pas force avec c'est mou. Il faut sentir les mâchoires. Et là, dans ce doigt, là, je sens une mâchoire et dans l'autre aussi, les articulations. Et tu presses fort. Non, non, les non, doigts pas ou du tout, c'est qu'ils sont tout mous. Je presse absolument pas fort. Ça marche dessus là. Ouais, il faut mettre dans un endroit dégagé. À la décharge de François, ces serpents sont extrêmement venimeux. Quand même, hein. Xavier se remet à peine de sa morsure de serpent-tigre. Et M. Sun, son collègue chinois, s'est fait mordre par un glodius quelques heures après leur arrivée. Rapidement contre toi, il t'a frappé quoi. Donc je regarde si quoi là. Si la tête est bien bloquée, tu vérifies. Et je vérifie. Ouais, bon, Elle il est a bien l'air. bloquée d'après toi. Enfin, la tête, non, mais le corps au moins. Oui, là, oui, la avant. partie du corps qui est là. Après, tu peux attraper la queue sans problème. La pointe. Ouais, je pique pas des yeux quoi. Hein. Non, non, absolument pas. Là, c'est bon. Et c'est costaud Après, quand même. Hein. ouais, après, tu peux le soulever et si tu vois qu'il se retourne, tu lâches. Il va se fatiguer rapidement. Il tient comme ça, il essaie d'essayer de remonter, de se débattre un Il peu. essaye carrément. Et au bout d'un moment, il en a marre. Ben, il s'est versé plus assez rapidement quoi. Il s'épuise carrément. Ouais, il va abandonner, tu vois. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait quoi. D'accord, c'est au tout début que c'est dangereux quoi. Hein. Bon, lui, il est un peu gros, je sais pas si t'as envie d'essayer de le manipuler tout de suite. Peut-être pas. Il saute hein. Regarde, ouais. Le secret de l'évolution des glodius se résume en 2 mots, frugalité et opportunisme. 10 mois par an, il n'y a rien à manger, alors ils dorment. Les 2 mois restants, un au printemps, l'autre à l'automne, ils chassent et ils mangent le plus de proies possible. Nous sommes en octobre. Les glodius sortent écaille par écaille d'une sieste de 5 mois. Par milliers, ils partent à la conquête des arbustes de l'île. Chacun choisit sa branche. Pour certains, le réveil semble un peu difficile. Bien, voilà, super bâton. Il est joli, hein. Lui, comme il est petit, il est moins dangereux. Bon, il a arrêté de se mettre plat, là. Tu vois, tout de suite, Hop là. c'est moins effrayant. Hein. D'accord. Donc, tu essaies de manipuler, lui. C'est assez facile. Hein. Oula, je lui écrase la tête là. Hein. Avance un petit peu tes doigts, de façon à sentir le machin, voilà. Fais remonter le corps un peu plus haut entre tes doigts. Ok. Ah ouais, d'accord. Hop, le corps qui monte, qui Voilà. glisse en haut. C'est bon, Voilà, là, tu l'as de je façon tire mon sécure. premier serpent. On va enlever l'herbe, c'est moche. Là, tu le tiens de façon assez... Et t'as le petit. Là, il est petit, mais après, sur les gros, n'hésite pas à mettre tous tes doigts Tous mes doigts. en prise. Tous les doigts derrière en prise. Comme ça. Parce que s'il se débat, il risque de t'échapper. Alors, c'est pas vrai pour toutes les espèces de serpents. Il y a de toute façon des serpents qu'il est impossible d'attraper à la main. Certaines espèces, les crochets sont plus longs que la tête. Oh. Bah voilà, donc déjà, c'est raté. Quoi. Ouais, pas possible. Non, c'est juste pas possible. Et là, tu lui presses. Et sur le d'ailleurs, bout de la queue, quoi. des herpétologues se sont fait avoir comme ça. Ils n'avaient pas réalisé que ces serpents-là avaient des crochets tellement longs Ouais. qu'ils se feraient avoir en prenant une prise qui, par ailleurs, marche bien. Quoi. Bon, attention, c'est la phase dangereuse. Voilà. Tu vois, c'est pas très compliqué. Hein. Ça va, hein. Ouais, c'est facile. Il faut quand même Faut être. être trop confiant, quoi. Hein. Ben Après, voilà, le c'est ça danger, c'est qu'au après. 10e. Ça paraît facile. Après, Voilà. C'est ça le principal danger. On se fait pas avoir au premier coup, mais avec la mauvaise habitude. Quoi. Une fois postés dans les branches, ces Glodius shedaoensis ne fuient pas la présence de l'homme. Tous les autres serpents de ce film doivent être approchés cachés, avec 1000 précautions. Les Glodius, eux, restent impassibles. Cette indifférence permet à Xavier d'observer des comportements jusqu'alors dissimulés. En particulier, les comportements de prédation, raisonnablement impossibles à observer chez les serpents dans la nature. Ici, c'est courant. Un tout petit oiseau. Bon, on peut les trouver ailleurs, ces serpents, qu'ici, sur Shedao? Non, cette espèce, elle vit uniquement à Shedao. Il y a quelques millions d'années, avec les variations de niveau de la mer, les serpents qui étaient ici, alors que c'était rattaché au continent, se sont retrouvés prisonniers sur une île. Ils se sont adaptés aux conditions locales. Et en fait, s'ils ont pu survivre et même carrément prospérer dans le coin, c'est parce que cette île est devenue
une zone de repos pour les oiseaux qui sont... Ces serpents étaient jadis des chasseurs terrestres. Aujourd'hui, on en trouve aussi bien postés dans les branches que sur le sol. Aïe. Oula, il rentre, oh le couillon. Il y avait un trou. Ouais. On va essayer celui-là alors. Il est bien musclé. Dis donc, il est allé vite, hein. Ils sont forts, ils connaissent le coin. François et Xavier tentent de déclencher l'attaque des serpents en leur proposant différents leurres au bout d'une canne à pêche. L'objectif de cette campagne consiste à décrypter étape par étape le processus de prédation en faisant une série de tests. Est-ce l'odeur, le mouvement, la taille qui motive l'attaque? Cela reste à découvrir. C'est bon? Ouais. Il est grand, hein? C'est lui, il a une proie dans le ventre. Bon, putain, hop. Il est pas content. Donc là, on est en pleine période Le festin. de festin. Et des oiseaux, il y en a donc énormément. Hein. Ils sont pris en sandwich en fait ici, les petits oiseaux. Un peu, il serait bien de changer d'île. Mais ça vaut quand même le coup pour eux de s'arrêter ici. Parce que, Même s'il y a du danger, ils trouvent à manger, à boire. ouais. Et l'un dans l'autre, ça vaut quand même le coup de prendre le risque. Chez Dao, c'est unique. Hein. C'est le seul endroit où il y a autant de serpents. Comme ça, en embuscade, ça finit par faire comme une espèce de toile d'araignée géante quoi, pour les oiseaux. La migration. Voici le maître mot, la clé du fonctionnement de toute l'île aux serpents. Ils sont des centaines de milliers à passer tous les ans au-dessus de l'île. Les rapaces font le trajet migratoire d'un seul coup d'aile. Ils planent, inaccessibles, forts de leur endurance. Mais les petits passereaux sont obligés de faire halte. Et Shedao est la première terre après un long périple au-dessus des vagues. Certains s'arrêtent pour picorer quelques graines ou simplement se reposer. D'autres, plus nombreux, cherchent à étancher leur soif. Et d'autres encore ne repartent jamais. Comme sur Karnak, les oiseaux de passage sont la seule source possible de nourriture pour les serpents. Les Glodius, grands sédentaires, naufragés sur Shedao, n'ont pas la possibilité de quitter leur île ou de migrer avec leur proie. Quand les oiseaux passent, ils mangent, l'espace de 3 ou 4 semaines. Le reste de l'année, ils végètent, cachés sous les pierres. Un mammifère a du mal à sauter un repas, sinon il dépérit très vite. Les Glodius mangent 2 fois par an et ils prospèrent. C'est à ce prix qu'ils ont conquis le droit de vivre sur Shedao au cours de l'évolution. Voilà. Un serpent qui a de la chance peut manger une dizaine d'oiseaux par saison de chasse. Tu veux vendre de celui-ci? Il a mangé il y a pas longtemps. Ah ben il vient juste d'avaler un oiseau. Cela suffit largement pour couvrir ses besoins énergétiques. Il peut ensuite jeûner de 6 mois à 1 an sans que cela n'affecte ses chances de survie. Il y a 20 000 serpents sur les 7 hectares de l'île, soit une estimation de 200 000 oiseaux qui font une halte définitive dans un estomac de Glodius chaque printemps et chaque automne. Les gardes de Shedao ont couvert l'île de petites citernes cimentées pour recueillir les eaux pluviales. Ces abreuvoirs sont le rendez-vous privilégié de tous les assoiffés de passage. Ils sont très prisés par les serpents, qui sont sûrs de trouver là des oiseaux. Et de quoi étancher leur soif, naturellement. Replié en accordéon, tendu comme un piège, un serpent ne peut espérer lancer une attaque à plus de 30 cm de son museau.
Là où un individu isolé a peu de chance, le groupe peut réussir en plaçant un chasseur sur chaque branche, au pied de chaque reposoir. Chacun mangera à son tour. Il y a parfois plus de 50 serpents à l'affût autour d'un abreuvoir. Ces réservoirs d'eau sont d'irrésistibles aimants. Ils tirent les migrateurs de l'infini du ciel vers le fini d'une mâchoire de Glodius. Un oiseau en activité ne passe guère plus de quelques secondes à la même place. Cela ne laisse guère aux chasseurs le temps de la réflexion. Dès que quelque chose entre dans son aire d'attaque, il frappe. Son venin très puissant ne lui coûte pas grand-chose à fabriquer. Il peut en user largement. Si l'oiseau est pris, tant mieux. S'il est touché, il n'ira pas loin. Foudroyé par le poison, il s'abîmera dans la jungle de broussailles quelques secondes plus tard. Ce serpent se serait sans doute largement contenté d'une proie un peu moins pesante. Durant la saison de chasse, il y a beaucoup de pertes de proies, beaucoup d'oiseaux égarés ou trop volumineux pour être avalés. Mais les dépouilles sont rarement perdues. Comme des poupées russes, il y a toujours un serpent plus gros que le précédent au pied d'un buisson. La proie trop grosse est relâchée puis prise en charge un peu plus bas par de plus fortes mâchoires, jusqu'à ce qu'elle trouve gosier à sa taille, si l'on peut dire. Cette solidarité involontaire est aussi la clé du succès des naufragés de Shedao. Tous les serpents insulaires ne sont pas naufragés. Les tricorayés ont choisi une voie évolutive radicalement différente. C'est en Nouvelle-Calédonie que Xavier vient chercher ce contrepoint aux études qu'il mène sur Karnak et Shedao. Il aurait pu trouver un endroit plus désagréable pour installer une station de recherche temporaire. Mais comme il le dit lui-même, les serpents ont deux qualités majeures. Ils vivent dans des endroits ensoleillés et ils se lèvent tard le matin. Pour cette campagne, Xavier est accompagné par son collègue du Muséum national d'histoire naturelle, Yvan Inèche, et par Julie Alatas, une collaboratrice bénévole. Au cours de l'évolution, le tricot rayé a échappé à l'emprise de la Terre en conquérant le pouvoir de nager. Quand les tigres et les glodius attendent en dormant le retour des oiseaux, lui part à la pêche quand il a faim.
les serpents sont extraordinairement plastiques. L'adaptation à la nage en est une preuve supplémentaire. Cette stratégie de nageur offre à Xavier un élément de comparaison intéressant dans son échantillon d'études. Ils sont capables d'exploiter des environnements aussi inattendus que la carcasse de cette vieille épave. Les serpents ont besoin de chaleur pour transformer en énergie la nourriture stockée dans leur corps. Ils s'exposent au soleil pour hâter la digestion des proies capturées en mer. Les deux espèces, la jaune et la bleue, sont présentes. Toutes deux apprécient également ce solarium discret et idéalement thermostaté. Quand ils ont fini de digérer, ils ont assez de carburant pour vaquer à leur occupation. Ici principalement la mue et la copulation. J'ai attrapé un serpent dans ce sac. C'est une laticode laticodatée. Donc c'est un serpent potentiellement mortel s'il nous inflige son venin. Mais comme c'est un ami, il ne devrait pas le faire. Tu peux faire des bijouteries relativement habitées avec. 4, 5, 6, 7, 8. Le tricot rayé est une célébrité en Nouvelle-Calédonie. Avec son pyjama à rayures, on ne peut pas le rater. C'est quel sexe là? Paradoxalement, sa biologie est mal connue. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 271, pile poil. Alors, au niveau longueur... Pour Xavier et Yvan, il s'agit d'abord de répondre à des questions aussi élémentaires qu'indispensables, telles que « Où vivent-ils ? Que mangent-ils » Évidemment, ça marche trop bien, 82. Il commence par établir un état civil des serpents, par des campagnes dites de capture-recapture. On va avec le 81. Ouais. 91, 37, 80. Xavier et Yvan marquent inlassablement des individus qu'ils relâcheront, en espérant les recapturer plus tard. On va peut-être pas assez C'est un drôle de jeu, mais il marche plutôt bien avec les tricots. Ça colle bien, quoi. S'ils ont la chance de reprendre un serpent marqué, le lieu de recapture indiquera par différence s'il est sédentaire ou vagabond. Ces mensurations diront s'il a profité ou maigri. L'heure et les circonstances de sa capture donneront une idée de son mode de vie à cet instant. On ne voit les tricots rayés que lorsqu'ils sont sur les plages, c'est-à-dire en transit. Côté mer, on ne sait pas où ils partent nager. Côté terre, ils disparaissent au plus vite sous des abris ou dans la végétation, pour ne pas s'exposer trop longtemps au regard des rapaces et pour trouver la fraîcheur. Lui, il faudrait le tenter, lui, s'il n'est pas écoulé. Aux séances de marquage succèdent de longues périodes d'exploration des buissons en bord de dunes. Dans la traque aux serpents, chaque souche, chaque trou sont visités avec parfois de belles surprises. Arrête-toi. Regarde, ce terrier est écoulé, je vois un laticodata, on l'a frappé. Pose ton truc, attrape le laticodata qui est là. Là, dans la faille. Tu le vois? Tu plonges ta main, tu le chopes. C'est un terrier écoulé. Oh putain, cette couleur! On n'a jamais eu cette couleur de serpent. Regarde ça! On n'a jamais eu ça. C'est excellent ça. Et il est extraordinaire celui-là. Ça on l'a jamais vu, c'est sûr qu'il n'est pas marqué lui. Jaune. Elle a une murène. C'est incroyable ce coup-là. Ah, ils sont pas profonds. Hein. Non, celui-là il n'était pas profond. Un peu. Mais il faudra bien savoir quelle sorte d'animal va là-dedans, mais c'est le truc, c'est spectaculaire quand même. Il était avec un autre serpent, hein. Ça j'ai pas pu savoir c'est qui. Une micro-caméra espion va permettre aux deux chercheurs de traquer les serpents là où ils les soupçonnent d'aller se cacher, sous la terre. Voilà.
Donc là c'est tout droit. Vas-y tout droit, ne bouge plus, tout droit, c'est un bleu. Avance, t'as un petit tas de sable à passer. Putain, ils sont vraiment loin. Il te manque 30 cm. Il y en a peut-être plusieurs, ils bougent. Ah, ils sont ensemble? Attends, je crois qu'il y a un paquet de serpents. Hein. Regarde-le, c'est un laticodata. Il y a un colubrina aussi. Il faut indiscutablement une très grande confiance en soi pour plonger la main dans ces trous présumés remplis de serpents venimeux. La prise de risque s'avère payante. On ne savait pas où il se cachait, nous. Hier encore, on se demandait où il se cachait. On soupçonnait qu'ils allaient... On avait vu des rouges avec dedans, mais on n'a jamais vu de bleu. Mine de rien, avec leur petite caméra, Xavier et Yvan ont levé un coin du voile sur le comportement terrestre des tricots rayés. C'est un pas en plus, mais Xavier pense déjà à la suite. Le crépuscule est un moment privilégié pour observer les laticodas. C'est l'heure du chassé-croisé entre les serpents qui abandonnent leur cachette pour gagner l'océan et ceux qui reviennent de la pêche pour se mettre à couvert dans les terres. C'est aussi le moment où Xavier profite de la fraîcheur pour relâcher les serpents capturés dans la journée. On voit aussi revenir du large de grands vols d'oiseaux de mer. Ils regagnent la terre sous le couvert de la pénombre. De toute évidence, les tricots rayés sont aussi actifs la nuit. Les chercheurs multiplient les captures. Où sont les crocs? Les oiseaux de retour sont les propriétaires des terriers squattés, on le sait désormais, par les tricots rayés. Il va être intéressant d'observer la réaction des maîtres des lieux face à leurs venimeux locataires. Ce sont des puffins, oiseaux de mer aux cris étranges. Ils viennent ici pour se reproduire, installant leur nid dans de profonds terriers creusés dans la dune. C'est pour eux le temps des amours. Sur le bec de l'oiseau, alors descend. Ça a dû se retourner la caméra, non? Ah oui, il y a un autre. Ça y est, je revois l'oiseau ou c'est un second? Là. Aïe, elle donne mieux. Ouais. Tu l'as vu? Ouais, je vois l'oiseau sous un coup de bec. Là, je sais pas ce que t'éclaires, là, je comprends plus. Ça va? Encore un petit peu. Ça y est? C'est bon. Avance un tout petit peu. Remets un peu sur la droite que je le vois mieux. Non, mais là, ça va. Avance maintenant. Non, c'est bon, il y a un serpent, là. Voilà, c'est bon. C'est un bleu. Un bleu? Un laticodata avec une énorme murène. Au fond des terriers, là, ils sont bien au chaud, bien à l'abri, donc c'est parfait pour digérer. Le ventre est complètement distendu, quoi, donc il n'y a pas de doute, il est en train de digérer une proie, il a dû la capturer il y a peu, puis il est là quelques jours à digérer, quoi, dans le terrier. Là, c'est un terrier d'oiseaux. Hein. Ouais. Incroyable. Ouais, Qui est ce terrier, hein. Ouais, mais parce qu'en fait, les serpents, ils se réfugient au fond de la chambre, exactement où se tiennent les oiseaux lorsqu'ils couvent. Là, on est en période d'accouplement chez les oiseaux, et les femelles qu'on a capturées de serpents sont prêtes à pondre. Oh, ce serait incroyable, ça, c'est synchronisé. Ben, ça va tomber en même temps la ponte des oiseaux et la ponte des serpents en même temps. Alors, ce qui serait rigolo, c'est que les serpents pondent dans les terriers. On pourrait même imaginer que les oiseaux vont en participer à la couvaison des œufs de serpents. Ouais, que les serpents profitent de la température, de la protection, quoi. Oui, parce que visiblement, les oiseaux ne sont pas dérangés par les serpents, quoi. On dirait qu'ils sont indifférents. Voilà. Mais ça, pour le vérifier, il faudrait revenir dans un mois ou deux et puis inspecter des terriers, voir si effectivement on trouve des œufs de serpents dans les œufs occupés par les oiseaux en train de couver, quoi. Bon, pour lui, c'est bon, hein, tu peux retirer la caméra. Ouais. Xavier devra revenir pour confirmer ses soupçons de couvaison d'œufs de serpent par les oiseaux. La révélation de l'utilisation des terriers comme chambre de digestion est en soi intéressante. Reste à comprendre le versant aquatique de la vie des tricots rayés. Et pour cela, une seule solution, aller voir sur place. Ce matin-là,
Xavier a failli faire une très belle observation. Il est parti plonger sous les yeux d'une créature rarissime. Un animal rencontré une seule fois dans l'histoire, vers 1870, par un naturaliste qui lui a donné le doux nom de 5 terrifiants de Beaucourt. Xavier n'a pas vu les dents longues, courbes et acérées de ce lézard géant considéré comme disparu depuis longtemps. C'est Ivan Inech, cherchant des lézards dans les bois voisins, qui aura la chance de capturer ce trésor perdu de naturaliste. Le lézard ne pouvait tomber en de meilleures mains. Cette anecdote mise à part, Xavier et Yvan savent que les tricots rayés se nourrissent en mer. Ils ont trouvé dans leur estomac un grand nombre de congres et de murènes de différentes espèces. Ils prospectent les trous du corail, provoquant sur leur passage la fuite de spécimens beaucoup trop grands pour eux. Manifestement, les murènes évitent de les fréquenter. Il arrive que ce soit au tour des tricots rayés de s'évanouir mystérieusement. Ce requin à pointe blanche ajoute parfois du serpent à son ordinaire. Mieux vaut disparaître. Sous l'eau, Xavier perd l'avantage du terrain. Il doit prospecter l'infini labyrinthe de corail. Il cherche à observer des serpents en chasse. On ignore où et de quelle manière ils capturent leur proie. Celui-ci, en route vers la côte, a le ventre plein. Il est facile de lui faire régurgiter son repas, une jeune murène tachetée récemment capturée. Seule la tête avalée en premier a été dissoute par les sucs digestifs. L'indice est encourageant. Comme un détective, Xavier garde cette pièce à conviction. Il la fera identifier par un spécialiste du muséum, qui sera peut-être capable de lui donner des précisions sur ses modes et lieux de vie. S'il apprend où vit la murène, il saura par déduction où le tricot va pêcher. Sous l'eau, la manipulation des serpents est malaisée, voire dangereuse. Fini les longs tuyaux amorphes tenus à pleine main. Ici, les gueules dressées passent très près des doigts ou du visage. Qui saurait dire où sont les têtes mortelles dans cette poignée grouillante ? Cette gorgone aux 100 têtes pose un gros problème à Xavier. Il conviendra plus tard s'être senti réellement en danger à cet instant, ce qui n'est pas rien quand on connaît son flegme. Il va renoncer pour cette fois à suivre les tricots vers les eaux profondes, où ils doivent sans doute aller pêcher. Avec les serpents, il est vital de savoir s'arrêter à temps. La beauté fluide du tricot rayé,
n'est pas la moindre des inspirations pour le chercheur de serpents. L'heure, pour cette fois, est à la contemplation.